Pris isolément, les fourmis sont plutôt stupides. Une fourmi seule peut facilement se perdre, traîner un objet inutile ou attaquer un adversaire qu'elle ne pourra jamais vaincre. À cause de cette bêtise, elle meurt souvent. Tout change quand la fourmi n'est plus seule. Une colonie de fourmis est un véritable super-organisme. Chaque individu joue un rôle précis, créant ainsi de l'ordre. Les fourmis ont inventé l'agriculture des dizaines de millions d'années avant les humains. Elles cultivent des champignons, élèvent des pucerons comme du bétail, construisent d'immenses habitations, des ponts et des bateaux avec leur propre corps. Une fourmilière est un véritable État, dans lequel un individu isolé ne compte pour rien, juste du matériel consommable. Une soumission totale au service d'un objectif commun. 14 août 1999, Ontario, Canada. Une route isolée à 2 voies qui traverse la forêt. Un endroit où d'habitude, il ne se passe rien. Mais ce jour-là, une silhouette sort soudain de la forêt. Elle s'avance et se plante sur la route. Le conducteur d'une voiture qui passe ralentit. C'est une fille. Elle se tient dans une posture étrangement recroquevillée, vêtue comme si elle n'appartenait pas à notre époque. Et tout en elle semble supplier le conducteur de s'arrêter. Il freine. Elle ne demande qu'une chose. « Conduisez-moi à l'hôpital le plus proche. » Elle était à bout de force, couverte de plaies, dans un état épouvantable, et semblait cacher quelque chose, enveloppée dans des chiffons. Comment a-t-elle pu se retrouver là? Tout autour, il n'y a que des forêts désertes. L'homme décide de l'aider et l'emmène à l'hôpital. Là, les médecins comprennent que la jeune femme cachait sous les chiffons son bras droit, ou plutôt ce qu'il en reste. Elle déroule les bandages et les médecins voient un membre mutilé, comme si une mâchoire géante avait arraché la moitié du bras. Le spectacle est épouvantable. Quand on lui demande ce qui est arrivé, sa réponse est simple. Un tracteur lui a roulé dessus. Sauf que ce n'est pas vrai. On lui a tranché le bras avec une cruauté inouïe. C'est le résultat d'une torture effroyable. Elle racontera tout cela plus tard. Elle parlera de ceux qui ont fait ça, des habitants de cette forêt d'où elle s'est échappée. Voici Chantal Labrie, 19 ans, une jeune fille formidable, issue d'une famille aisée du Québec. Ses parents lui prédisaient une belle carrière. À la fin des années 70, elle commence à suivre des séminaires sur le mode de vie sain. On y explique comment bien s'alimenter, comment renoncer à l'alcool et au tabac. Qui voudrait suivre de tels cours à 19 ans? Seulement les bonnes élèves, comme Chantal. Mais les parents remarquent bientôt d'étranges changements. Elle s'éloigne d'eux, apparaît de moins en moins avec ses amis. À la question « Où est Chantal ?», la réponse revient toujours « Au séminaire ». Inquiets, les parents tentent d'en savoir plus et se heurtent à des réponses étranges. Chantal ne parle plus de mode de vie sain, mais d'éveil spirituel, de purification, parfois même de la fin du monde. Des mots bibliques apparaissent dans son vocabulaire. Elle change complètement de garde-robe. Les parents font interner leur fille pour une évaluation psychiatrique. Pendant 1 mois, des spécialistes essaient de déterminer si elle est saine d'esprit et influençable. Les psychiatres répondent sans équivoque. Elle est saine d'esprit et prend ses décisions de manière autonome. Les parents respirent, mais pas pour longtemps. De retour de l'hôpital, elle retourne aussitôt au séminaire. Et la situation ne fait qu'empirer. On commence à parler en ville de celui qui les anime. Un certain Roch Thériault, on ne sait pas vraiment ce qu'il enseigne exactement. Une rumeur se répand selon laquelle cet homme n'est pas tout à fait ordinaire. Il prétendrait voir l'avenir,
ou pouvoir guérir les gens. Mais qui est-il au fond? De plus en plus de parents affirment que leurs enfants fréquentent, eux aussi, ce Roche Thériault. Et eux non plus ne veulent rien raconter. Chantal Labrie annonce qu'elle ne veut plus aller au collège. Et d'autres jeunes filles renoncent elles aussi à leur avenir. Puis survient la chose la plus étrange. Presque toutes annoncent soudain qu'elles partent vivre dans la forêt. La décision est prise. Les filles vivront dans une communauté. C'est ainsi que Dieu l'a décidé. Les parents sont horrifiés. Il y a aussi de jeunes familles et des femmes seules qui font le même choix. Bien sûr, tout le monde est sous le choc, mais elles sont toutes majeures. Et l'expertise réalisée sur Chantal montre qu'elles ont pleinement conscience de leurs actes, ce qui signifie qu'il n'existe aucun moyen légal de les en empêcher. Ainsi, de nombreuses familles d'Ontario perdent leurs filles, leurs fils et leurs amis. Mais le pire est encore à venir. Novembre 1978. L'Amérique du Nord est secouée par la nouvelle de la secte de Jim Jones. Une histoire que je raconterai peut-être dans une autre vidéo. Les médias commencent à parler des dangers des sectes. Les habitants d'Ontario comprennent enfin où sont partis leurs enfants. Des centaines de plaintes sont déposées exigeant que la police intervienne. En mars 1979, la police réagit enfin. Elle mobilise des hélicoptères, embarque des parents et lance un raid dans la forêt reculée. Les agents découvrent une maison en bois entourée de bâtiments annexes. Les parents découvrent une scène effroyable. Leurs filles vivent là en pleine insalubrité, épuisées, couvertes de bleu, toutes vêtues pareilles et terrifiées. Et Roch Thériault, le chef en personne, est assis devant elle sur un trône. Il faut visiblement sauver ses filles, retenues ici contre leur volonté. La police arrête Thériault et 3 autres hommes du groupe et les emmène en interrogatoire. Mais c'est alors que survient quelque chose d'étrange. Les filles ne veulent partir nulle part. Oui, il y a des bleus, des plaies, mais ça ne vous regarde pas. Nous voulons vivre ici. Les parents de Chantal ne reconnaissent même plus leur fille, amaigrie et défigurée. Mais elle non plus ne veut pas partir. Quant aux hommes arrêtés, ils ne disent rien non plus. Devant la police, Roch se présente comme un homme aimable et agréable, un simple prédicateur, un peu étrange mais rien d'illégal. On le relâche. Et ce sera une erreur fatale. La police ne comprenait pas encore à quel point ces jeunes femmes étaient psychologiquement dépendantes, ni à quel point cet homme était dangereux. Roch Thériault. Les fourmis pratiquent la diplomatie. Après leur dispersion par l'homme, les fourmis argentines ont formé d'immenses supercolonies où des fourmis de nids différents ne se font pas la guerre, mais s'unissent pour survivre et exterminer les espèces locales. 5 novembre 1981, près du village de Saint-Jogues. Un homme épuisé sort de la forêt, couvert de sang et de plaies. Le jeune homme donne son nom, Néhémie. Un nom étrange, j'oserais même dire effrayant, car il vient de la Bible. Un gouverneur juif de Judée, ayant vécu vers 400 avant notre ère. Plus terrifiant encore est son récit. Il demande qu'on appelle la police, car un meurtre a été commis dans la forêt. La police repart en forêt, guidée par ses indications, sans savoir encore quelle horreur ce jeune homme lui-même a vécu, car lui aussi est sorti de la forêt en ayant perdu une partie de son corps. Roch Thériault se fait arrêter. Mais qui est-il en réalité? 1957, Canada, petite ville de Thetford Mines, surnommée la ville de l'or blanc pour ses 7 mines d'amiante. Un soir, on frappe à la porte d'une famille.
Devant elle se trouve un homme et 6 enfants. L'homme pousse aussitôt les enfants à genoux pour qu'ils récitent une prière, puis propose un don pour le bien de l'Église. Il s'appelle Hyacinthe Thériault, prédicateur ultra-catholique, très religieux. L'un de ses 6 enfants est le petit Roche. Sa mère, Pierrette Tremblay, rêvait qu'il devienne prêtre. Mais toute cette ferveur n'empêchait pas la violence de régner dans le foyer. Le père battait tout le monde, mais Roche d'une manière particulière. Certains biographes avancent une autre version. Roch ne serait pas le fils d'Hyacinthe, mais le fruit d'une union incestueuse entre sa mère et son propre grand-père. Une famille pas comme les autres. Et c'est pour cela qu'Hyacinthe considérait son fils comme une honte, qu'il haïssait littéralement. Roch a grandi dans la honte et l'humiliation. Un terreau idéal pour l'apparition d'un tueur. À 14 ans, il s'enfuit de chez lui, vit où il peut, mendie parfois. On le décrit pourtant comme un garçon vif, doté d'une excellente mémoire et surtout d'un charisme déjà perceptible dès l'enfance. En 1967, à 20 ans, il épouse Francine Grenier, une jeune fille modeste, conquise par son charisme. Le couple a 2 fils. Cette douleur constante brise l'homme. Il maudit les médecins et trouve refuge dans l'alcool, qui, à cause de l'opération, passe désormais beaucoup plus vite dans son sang. Roche se met à boire continuellement et dans cette ivresse refait surface l'éducation reçue de son père. Il devient agressif, frappe sa famille. Son épouse se retrouve sous son contrôle total. Il décide de tout, ce qu'elle mange, comment elle s'habille. En 1974, elle finit par le quitter. Roche trouve rapidement une nouvelle compagne. Il lui faut toujours, à ses côtés, une femme qu'il admire. Gisèle Lafrance tombe tellement sous son charme qu'elle quitte son propre mari. C'est alors, dans cet état second, qu'un Roch déjà ivre rencontre un pasteur. Les détails de cette rencontre, l'histoire ne les a pas retenus. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle a provoqué chez lui un véritable réveil spirituel. Les adventistes du 7e jour attendent la fin du monde. Le Christ doit bientôt revenir et tous les croyants doivent s'y préparer. D'ailleurs, en parlant de la seconde venue du Christ, si jamais quelqu'un essaie de vous attirer dans une religion qui l'attend ardemment, voici quelques statistiques. Hippolyte de Rome l'attendait en l'an 500, Joachim de Flore en 1200, Sandro Botticelli, 1504, puis 1533, 1673, 1694, 1700, environ tous les 10 ans. À notre époque, Edgar Cayce promettait l'an 2000, Harold Camping 2011, Jeane Dixon 2020, Jésus, toujours aucune nouvelle. Mais ce n'est pas le sujet ici. Les adventistes du 7e jour, en plus d'idées un peu folles, défendaient une chose plutôt bonne. Un mode de vie sain, sans tabac ni alcool. Roch est séduit. Ils cessent de boire et de fumer, assistent à leur prêche. L'Église l'aide énormément, lui donne du travail et un logement, et il passe ses journées à lire la Bible. Une telle ferveur lui vaut bientôt une fonction au sein du mouvement. Il anime officiellement des séminaires de sevrage tabagique. Cela paraît utile. Sauf que ces séminaires deviendront le point de départ de l'une des sectes les plus terrifiantes de notre époque. Une autre version existe pourtant. Certains affirment que Roche jouait la comédie depuis le début, que ce qui l'aurait vraiment frappé n'était pas la foi, mais l'idée de créer un mouvement religieux, diriger des gens, naviguer en prophète, punir si nécessaire,
et profiter de la vie comme son père. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'il a effectivement commencé à recruter lors de ces mêmes séminaires. Les sectes modernes ne ressemblent pas à un groupe religieux effrayant. Il peut s'agir de cours de sevrage tabagique, d'un séminaire d'entreprise, d'un groupe de développement personnel, d'un centre de yoga, voire d'une communauté en ligne. On propose un test de personnalité gratuit, puis on explique à la personne quels problèmes elle a et qu'on va l'aider à les résoudre. La secte NXIVM se cachait derrière un séminaire d'entreprise, discipline, leadership, carrière. Son chef a été condamné à 120 ans de prison. Heaven's Gate recrutait sur Internet auprès de ceux qui croient aux ovnis. La secte Aum a commencé par des cours de yoga. People's Temple se présentait comme un mouvement social contre l'injustice. L'une des méthodes les plus connues est le love bombing. On entoure la personne d'attention et d'un sentiment de famille. Les enfants de Dieu allaient plus loin encore. Les femmes du groupe séduisaient les hommes pour les attirer dans la secte. Comment reconnaître qu'une personne est dans une secte ? D'abord, peut-elle critiquer le chef ? Dans une secte, le chef a toujours raison. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu n'es pas encore prêt pour la vérité. Ensuite, qu'en est-il de l'argent ? Le chef a un accès total aux finances de chacun et les sommes exigées ne cessent d'augmenter. Et la famille, les amis ? Une secte monte toujours les gens contre l'extérieur. Désormais, c'est nous, la vraie famille. Tous ceux qui nous critiquent ont simplement peur de la vérité. Enfin, peut-on en théorie en sortir ? Dans une secte, partir, c'est trahir. Et avec le temps, les séminaires de Roche ont commencé à remplir ces 4 critères, l'un après l'autre. Ce séminaire se déroulait dans la maison de Roche et de sa nouvelle épouse, Gisèle. Un logement fourni par les adventistes. Au début, l'Église s'en réjouissait. Voilà un prédicateur qui attire de nouveaux fidèles. Mais elle commence à remarquer que son enseignement diffère de leur propre doctrine. Plusieurs jeunes femmes s'installent chez lui, l'appelant papa et appelant Gisèle maman. Roche raconte qu'il est visité par des visions, qu'il entend la voix de Dieu et conquiert toujours plus de fidèles par ses discours sur le sens de la vie, la purification, la fin du monde. Il ressent de plus en plus ce pouvoir qui grandit entre ses mains. Tous les fidèles s'habillent désormais de la même façon, tous, sauf lui. Les femmes n'ont plus le droit de porter de sous-vêtements, soi-disant pour ne pas entraver le corps. L'idée de cesser de fumer se transforme en l'idée d'une vie entièrement nouvelle, coupée du reste du monde. On commence à raconter que Roche aurait le pouvoir de guérir les gens. C'est ici que les parents perçoivent les premières alertes. Chantal Labrie est envoyée chez un psychologue, sans résultat. Roche ordonne alors à tous de couper tout contact avec le monde extérieur. Tout le monde est déjà sous son emprise totale et chacun accepte sans broncher. Il annonce qu'une vision de la fin du monde lui est apparue, prévue pour le 17 février 1979. Ils doivent tous quitter la ville et le suivre. Le 10 juillet 1978, Thériault et 27 personnes arrivent dans une zone forestière reculée, coupée du monde extérieur. Réunis autour d'un feu, ils brûlent papier d'identité, photographies et effets personnels sans regret. Puis commencent à construire leur nouvelle maison. Celle où des choses terrifiantes vont bientôt se produire. Il donne alors un nom à sa soi-disant famille. Désormais, ce sont tous les enfants de la fourmilière. Les fourmis pratiquent l'esclavage.
Certaines espèces lancent des raids sur des nids rivaux et volent des larves, forcées plus tard à travailler pour la colonie qui les a capturées. Mais, même envers les leurs, aucune indulgence. Si une ouvrière se met à pondre des œufs, ce qui nuit à la colonie, elle est exécutée par ses propres congénères. 24 janvier 1978. En plein jour, les habitants de plusieurs villes de l'Ouest canadien voient des lueurs dans le ciel. Quelque chose entre dans l'atmosphère, s'illumine et s'écrase au sol. Aucun d'eux n'avait entendu parler de la prophétie de Roche, mais tous ont été terrifiés. Cet événement, en réalité, n'a rien à voir avec la fin du monde. C'est le satellite soviétique Cosmos 954 qui s'est désintégré au-dessus du Canada à cause d'une défaillance. Les débris se sont dispersés sur 124 000 km². Personne n'a été blessé, mais le danger était réel. Le satellite contenant un réacteur nucléaire. Pendant 6 mois, des équipes traqueront les débris et l'URSS versera au Canada une compensation de 3 millions de dollars. C'est le seul événement marquant survenu au Canada cette année-là. Et les habitants, qui avaient vu de leurs propres yeux la chute du satellite, ne se doutaient pas qu'à 2 pas de chez eux, dans la forêt, des gens vivaient, des gens qui se préparaient réellement à la fin du monde. Une maison en bois, des bâtiments annexes, tous travaillent pour le bien commun, alors qu'en réalité, c'est pour le bien d'un seul homme. Il s'est fait appeler Moïse et a distribué des prénoms bibliques à tous ses adeptes. L'ancien nom rattache une personne à son passé, et cela, on n'en a pas besoin. L'homme nouveau se trouve désormais sous l'autorité absolue du prophète, qui les bat et les punit cruellement pour avoir transgressé des règles qu'il a lui-même inventées, et parfois sans raison du tout. Tous travaillent sans contester, jusqu'à l'épuisement. Si l'on ne travaille pas assez dur, on est privé de nourriture. Toutes les jeunes femmes sont ses épouses. Il exige de chacune qu'elle dorme avec lui, alors même qu'il a déjà une véritable épouse. Il commence ensuite à utiliser ses relations pour gagner de l'argent, vendant ses femmes aux habitants des villes voisines. Toutes les journées se résument à un travail acharné, suivi de prêches interminables, ponctuées de punitions. Ceux qui écoutent sans assez d'attention sont battus ou chassés nus dans le froid. Tout cela paraît déjà très dur, mais ce n'est que le début. Certains parviennent malgré tout à s'échapper. Sur les 27 membres initiaux, il n'en reste plus que 16 à l'automne. Les plus terrifiés, qui verront toute l'horreur des enfants de la fourmilière. 17 février 1979. La fin du monde, annoncée par Roche. Ce jour-là, rien ne tombe du ciel. Le monde reste intact. Le prophète s'est-il trompé? Non, une secte ne fonctionne pas ainsi. C'est vous qui n'êtes pas suffisamment pur. Dieu a retardé son jugement, ce qui signifie qu'il faut redoubler de rigueur avec vous. La suite ne fait qu'empirer. Roche se remet à boire, devient toujours plus agressif. Les coups se font plus sadiques, les punitions plus fréquentes. Des enfants commencent à naître au sein de la secte. Les enfants de Roch, issus de ses nombreuses épouses. C'est alors que survient le fameux raid policier. Les agents arrêtent Roche, tandis que les travailleurs sociaux tentent de convaincre les jeunes femmes de rentrer chez elles. Mais à ce stade, la situation est déjà devenue irréversible. Tous les membres sont désormais attachés à mort à leur fourmilière. Ils ne voient simplement plus le monde extérieur à elles. Lors de son évaluation psychiatrique, Roche déploie tout son charisme, se montre agréable et bienveillant. Devant les spécialistes,
c'est un prédicateur religieux qui se présente, rien de plus. Étrange, mais en aucun cas dangereux. Tous les hommes, y compris Roch, sont relâchés. Et quand Moïse revient dans la forêt, tout devient encore pire, car il a désormais la preuve que le monde extérieur est dressé contre eux. Tout le monde est contre Moïse, mais Moïse a gagné. Il est revenu. Et une autre erreur des autorités. Après ce raid, Roch comprend que ses partisans, sans emploi ni domicile, peuvent prétendre à des aides sociales. Il fait inscrire chacun à ses allocations et empoche tout l'argent lui-même. Les fourmis savent faire la guerre, de véritables raids militaires, des encerclements, des conquêtes de territoire. Elles possèdent même une arme chimique. Acide, poison, phéromones d'alarme, et chez certaines espèces, des fourmis kamikazes, capables de faire exploser leur propre corps pour projeter un liquide toxique sur l'ennemi. 1980, Roch comprend que la police ne reviendra pas une seconde fois. Il s'est arrangé avec les autorités. L'atmosphère, déjà tendue, devient désormais l'un des cercles de l'enfer. Roch s'invente de nouveaux divertissements. Il transforme tous les membres en complices de ses crimes, en forçant certains à en battre d'autres, et garde pour lui-même les divertissements les plus cruels. Gévir, un jeune homme atteint de troubles psychiques évidents, est laissé entrer dans la secte et forcé de travailler jour et nuit sous le nom biblique de Néhémie. Un jour, Roch lui ordonne de surveiller les enfants sales, nés d'autre père que lui. Un soir, Roch, ivre, est contrarié parce que le petit Samuel, 2 ans, pleure sans arrêt. Il ordonne « Il faut faire une circoncision à ce garçon ». Et la scène suivante a de quoi ne pas croire qu'elle ait pu se produire un jour. Les membres s'assemblent autour de la table de la cuisine. Roch verse de l'alcool sur le petit Samuel et commence à le mutiler. Naturellement, Samuel ne survit pas. Son corps est brûlé sur un bûcher et un procès s'ouvre dans la maison forestière. Le père de Samuel, qui faisait lui aussi partie de la secte, joue le rôle du juge. L'accusé n'est bien sûr pas Roch, mais Néhémie, à qui l'on avait confié la surveillance des enfants. Il est déclaré coupable et la peine infligée est la même que celle subie par Samuel. La castration. Néhémie accepte l'accusation et signe même un papier confirmant son accord. Roch effectue lui-même l'opération sur la table de la cuisine. On pourrait croire que Néhémie a déjà vécu le pire, mais non. Il devient le défouloir commun, frappé sans raison particulière par Roch et par d'autres membres. Mutilé, vivant dans des coups perpétuels, il finit, le 5 novembre 1981, par s'échapper. C'est ce même homme qui s'est précipité hors de la forêt pour raconter qu'un meurtre avait été commis dans les bois. La police finit par faire éruption dans la communauté et arrêter tout le monde. Sur les lieux, elle découvre les restes de Samuel, le document attestant le consentement à la castration, et des personnes épuisées et couvertes de coups. Roch, ainsi que 4 autres adeptes, sont accusés de meurtre. Au tribunal, il déploie une fois encore tout son charisme et séduit tout le monde. Ce n'est pas un sadique qui se présente, mais un homme profondément croyant, cherchant à construire son petit monde idyllique, seul avec Dieu. Il est reconnu coupable, mais ne reçoit que 2 ans de prison et ne les purgera même pas en intégralité. Pendant que Roch était en prison, ces femmes continuaient de vivre dans la communauté, cultivant et vendant des légumes, le niveau de violence retombant naturellement à 0, mais elles continuaient à le visiter en prison, où il leur donnait encore des ordres.
Lorsque Thériault sort de prison, les enfants de la fourmilière se réunissent de nouveau et décident de tout reconstruire ailleurs, en pleine forêt, cette fois en Ontario. Et là, une nouvelle horreur les attend. Les fourmis sont d'une force incroyable. Leur guerre ne se termine jamais simplement par une victoire ou une défaite. Elle se termine par l'extermination complète des ouvrières adverses. Les nouvelles règles de la secte sont encore plus dures. Roche se remet à boire, instaure une hiérarchie stricte. Certains n'ont plus le droit de parler, sous peine d'être frappés. Les adultes organisent des combats de poing jusqu'au sang. Roche frappe lui-même les gens à coups de marteau ou avec le côté plat d'une hache. Il urine sur les gens par humiliation, teste sur eux son pouvoir absolu. Il castre encore une personne, force une jeune femme à manger une souris morte. Il en attache un autre et force tout le monde à lui jeter des pierres. Et impose à tous de participer à des orgies. Tous les liens avec l'extérieur sont rompus. Si quelqu'un a besoin d'un médecin, Roche se charge lui-même du traitement. Il marque les gens au fer rouge, arrache des dents avec des pinces, brûle au chalumeau, ouvre des corps pour en retirer des organes. Et l'on pourrait continuer ainsi longtemps à énumérer ces idées sadiques. Les gens meurent de torture, de ces opérations ou de maladies que ces soins n'arrangent en rien. Les corps sont enterrés sur le territoire de la communauté. L'une de ces opérations coûte la vie à sa propre femme. Pendant l'intervention, il lui sort les intestins à main nue et recoue le ventre. Elle meurt, mais cela ne l'arrête pas. Il lui retire une côte et en fait un collier qu'il porte autour du cou comme une amulette. Et malgré tout cela, les enfants de la fourmilière lui restent fidèles. Tout cela n'est, selon eux, qu'une épreuve envoyée par Dieu. Voici Gabrielle Lavallée. Elle se distingue des autres jeunes femmes de la communauté. Elle est plus âgée et plus intelligente. N'importe qui peut tomber dans une secte. Le mythe selon lequel seules les personnes faibles ou stupides s'y laissent prendre n'est pas vrai. La sociologue américaine Janja Lalich, qui a elle-même un jour fait partie d'une secte, explique pourquoi des personnes intelligentes et normales continuent de faire ce choix. Un choix qui, vu de l'extérieur, semble totalement insensé. Elle décrit 4 éléments essentiels. D'abord, un chef charismatique. Il n'a pas besoin d'être intelligent ou beau, seulement reconnu comme exceptionnel. Un prophète, un sauveur. On ne discute pas avec un prophète. Ensuite, la transcendance. Une grande idée de nature divine qui dépasse la compréhension ordinaire. Grâce à elle, il devient facile de tout justifier. Le chef t'a frappé? Il te met à l'épreuve? Ta famille s'y oppose? Elle ne comprend pas le but supérieur. Troisième point, le système de contrôle, vie en communauté, privation de sommeil, interdiction de communiquer avec l'extérieur, système de punition, présenté à l'intérieur comme de la discipline, de la sécurité, de l'entraide. Enfin, le système d'influence, un endoctrinement constant, des réunions, des prêches, des rituels, réunis. Ces 4 éléments créent un système dont il est très difficile de s'échapper. Les gens en viennent à renoncer entièrement à leur propre identité. Une secte ne prive pas réellement quelqu'un de son libre arbitre. Elle fait en sorte que la personne choisisse elle-même de la rejoindre et y reste, donne son argent, supporte tout d'elle-même. Tout l'art consiste à contrôler le contexte et l'environnement de la personne. Et tout commence toujours de manière saine et progressive. On propose une rencontre agréable où l'on se sent compris. Tu es désormais l'un de nous. On t'enlace.
on t'écoute. Voici ta véritable famille. Les autres ne te comprennent pas. Eux, nous, on sait. On ne dit pas toute la vérité, mais on répète à quel point la vie est terrible en dehors de la secte. Douter, c'est une faiblesse, ou pire, une trahison. Tout un monde se construit autour de la personne, avant qu'on lui pose enfin la question. Veux-tu venir avec nous ? C'est ton choix. Chez les fourmis, il n'existe pas d'individu isolé. Tout est pour le bien de l'essaim. Une ouvrière infectée peut être emmurée vivante, et en cas de famine, elles peuvent même se manger entre elles. Gabrielle Lavallée était infirmière, travaillait dans de bonnes cliniques. Roche lui avait promis d'ouvrir une clinique avec elle. Il l'a trompée. Elle aussi est devenue sectaire et irritait particulièrement Roche parce qu'elle était réellement plus intelligente que les autres. Il s'acharne sur elle plus que sur quiconque. Le 26 juillet 1989, elle souffre d'un doigt. Roche affirme pouvoir la guérir, lui demande de poser sa main sur la table, puis sort un couteau et la cloue à la table. Elle n'a pas le droit de bouger. Reste ainsi clouée près de 40 minutes, tandis que Roche boit de la bière. Sa bière terminée, il rend son diagnostic. Il faut amputer ce bras. Il s'exécute avec un couperet de boucher, puis cautérise le moignon avec du métal porté au rouge. Tout cela se déroule sous les yeux de la communauté, qui regarde en silence. Ce bras tranché devient le dernier acte sadique de Roche Thériault. 2 semaines plus tard, Gabrielle s'échappe et parvient en stop jusqu'à l'hôpital. Elle ment d'abord à la police, affirmant qu'un tracteur lui a roulé sur le bras, mais finira par tout raconter. Roche est arrêté une fois de plus, mais cette fois, c'est définitif. Il fuit longtemps à travers les forêts, mais finit par être rattrapé. Lorsque les victimes commencent à raconter leurs histoires, les agents sont sous le choc total. Il a tué sa femme à main nue, lui a arraché les intestins, puis fait un collier avec une de ses côtes. Au tribunal, il tente une fois de plus de jouer l'innocent, difficile, avec une côte humaine autour du cou. On lui impute près de 100 épisodes de violence. Il plaide coupable, sans succès. Il est condamné à la prison à vie. Et en 2011, il est tué en détention par un codétenu. On sait peu de choses sur le destin des autres membres de la secte. Tous essaient de recommencer une vie normale. Mais aucun d'eux ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé dans cette forêt. Pendant des années, ils se sont préparés à la fin du monde, sans réaliser que, pour eux, la fin du monde avait déjà eu lieu.